L'offensive turque du mercredi 9 octobre contre les positions kurdes en Syrie a bouleversé le jeu de poker proche oriental. Recep Tayyip Erdogan semble à présent seul contre tous, mais il a plus d'un tour dans son sac. Plus de 3 ans après la tentative d'attentat à la voiture piégée sur le parvis de Notre-Dame de Paris, le procès des protagonistes a rendu son verdict. Les principales accusées, 2 femmes, ont écopé de 30 et 25 ans de prison ferme. Les sapeurs-pompiers montent à Paris. Ce mardi, et après plus de 3 mois de grève, les pompiers étaient mobilisés pour protester contre leurs conditions de travail. Ils réclamaient un entretien avec le ministre de l'Intérieur ou le Premier ministre. TV Liberté était au cœur de la manifestation. Madame, monsieur, bonsoir. La Turquie, seule ou presque contre tous, 5 jours après l'offensive menée par Ankara au nord de la Syrie, plusieurs États menacent le pays de sanctions, mais le président turc dispose toujours de solides arguments. Le retrait des troupes états-uniennes du Kurdistan syrien aura décidément été lourd de conséquences, plus ou moins considéré comme un feu vert par la Turquie pour lancer une offensive dans la région et se débarrasser de ce qu'Ankara considère comme une menace pour son territoire. Ce départ aura rebattu les cartes, poussant les Kurdes dans les bras de Damas, autrefois combattus. Le rôle de l'administration états-unienne demeure flou. Washington ne devait en effet pas ignorer les intentions de la Turquie, ce qui n'empêche pas Donald Trump de brandir à nouveau la menace de sanctions économiques contre Ankara, exigeant la fin de ce qu'il nomme une invasion. Les États-Unis montrent ainsi que même en retirant leurs troupes, ils demeurent un acteur incontournable. Reste à voir jusqu'où l'administration états-unienne entend aller dans ces sanctions et si les menaces ne sont pas de la poudre aux yeux. Erdogan semble aujourd'hui un peu esseulé, il dispose néanmoins du soutien du Pakistan, du Kazakhstan, de l'Azerbaïdjan, du Venezuela ou encore de la Hongrie de Viktor Orban. La Russie et l'Iran n'ont de leur côté pas soutenu l'initiative turque sans la dénoncer très fermement. La Russie semble d'ailleurs tirer les marrons du feu, à la fois proche d'Ankara, de Damas et de Téhéran. Le président Poutine était en visite en Arabie Saoudite lundi où il a conclu des accords pétroliers, une visite qui témoigne de la volonté russe de jouer une place d'arbitre dans la région. Que ce soit du côté russe ou états-unien, les réactions ont finalement été plutôt mesurées vis-à-vis de la Turquie. Et si Donald Trump a haussé le ton sans toutefois frapper, sa position de puissance dominante lui permet, côté français, l'opposition immédiate à Ankara, avec l'application de sanctions sur la vente de matériel militaire en direction du pays dès le 12 octobre, semble une nouvelle fois démontrer une absence de pragmatisme et de vision à long terme en matière de politique internationale. Au cours des dernières années, la France a vendu pour environ un demi-milliard d'euros de matériel à destination de la Turquie. Outre la perte d'un marché, en France, Erdogan est devenu très rapidement le bouc émissaire, notamment des médias dominants, Le Monde en tête, qui semble s'être lassé de tirer à boulet rouge sur Bachar al-Assad. Le titre, qui a annoncé à de multiples reprises la chute du président syrien, n'hésite désormais pas à évoquer un président turc isolé qui mène son pays vers l'abîme. Dénonçant un chef d'État qui rêve de rebâtir l'Empire ottoman, une analyse un peu rapide qui ne tient pas compte de la réalité de la vie politique turque. En effet, Erdogan n'a jamais eu une position hégémonique dans le pays et a toujours dû composer avec différentes organisations et sensibilités politiques. Ainsi, s'il est reproché à ce dernier sa proximité avec les tenants d'un islam qualifié de dur, il ne faut pas oublier qu'il est aussi allié aux ultranationalistes laïcs héritiers du kémalisme. En menant son offensive au nord de la Syrie, Erdogan entend également jouer la carte de l'union dans son pays, laïque comme musulman, contre la menace terroriste que constitue le PKK sur son territoire et le PYD aux portes du pays. Et comme à chaque mouvement du président turc, renaissent également, Le Monde en tête, les fantasmes du retour de l'Empire ottoman. Une analyse un peu farfelue et qui détourne surtout de la vraie menace que peut constituer la Turquie, non pas en étendant son territoire, ce qui paraît hautement improbable, mais à travers le chantage migratoire qu'elle peut exercer et les désordres qui peuvent être menés via sa diaspora en Europe. Le jeu, qui prend forme à présent dans la région, paraît toujours aussi complexe. La redistribution des cartes causée par le départ états-unien pousse chaque acteur à avancer ses pions. Ressurgit alors le spectre de cellules clandestines de Daesh, une hypothèse renforcée par la libération de djihadistes dans le nord du pays. Cependant, le rétablissement d'un califat semble improbable, contrairement au développement de cellules et de groupes terroristes éparses. Pour l'Europe occidentale, et plus particulièrement la France, la prudence devrait être de mise. Ce qui se joue en Syrie pourrait avoir de graves répercussions, notamment migratoires, si Paris venait à tomber dans une campagne de dénigrement systématique anti-Erdogan. À cela peuvent s'ajouter des tensions intercommunautaires, comme les incidents du match de football France-Turquie en ont montré les premiers signes lundi soir.
Une chose est sûre, l'Occident européen et ses certitudes anti-Assad de 2011, son suivisme vis-à-vis des États-Unis ou encore sa faiblesse à défendre le traité sur le nucléaire iranien paraît aujourd'hui complètement sorti du jeu proche-oriental. La région ne s'en portera probablement pas plus mal. Lundi, le procès de la tentative d'attentat à Notre-Dame de Paris s'est achevé par des condamnations à 30 et 25 ans pour les principales accusées. Un procès long et pénible de ce qui est devenu le visage féminin du terrorisme islamique. 16 jours d'audience, 8 accusés et 10 heures de délibéré. Le procès de l'attentat raté à la voiture piégée près de Notre-Dame de Paris a de quoi marquer les esprits. C'était, après le procès Meira, le premier à juger des terroristes des années sanglantes 2015-2016. Sur les 8 accusés qui comparaissaient devant la Cour spéciale d'assises de Paris, 6 étaient des femmes, incarnant le nouveau visage du djihadisme réclamé par l'État islamique il y a plusieurs années. Un procès tentaculaire. La nuit du 3 au 4 septembre 2016, la police découvre une voiture piégée remplie de bonbonnes de gaz à quelques mètres de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Mais le projet terroriste d'Inès Madani et Ornella Giligman échoue. La première se réfugie chez Amel Sakaou grâce à Samia Chalel. Elles seront ensuite rejointes par Sarah Hervouette. Plus tard, dans leur cavale, Sarah Hervouette poignardera un policier de la DGSI en civil à Boussy-Saint-Georges en Essonne. Inès Madani tente quant à elle d'attaquer un deuxième policier, mais celui-ci la blesse par balle aux jambes. Cette dernière a déjà été condamnée dans une précédente affaire de terrorisme à 8 ans de prison. Elle était soupçonnée d'avoir joué un rôle de mentor et avait créé un djihadiste virtuel pour embrigader d'autres femmes. Elle était notamment en contact par le biais de ce faux profil avec Selima Aboudi, une autre femme ayant aidé les principales accusées pendant leur fuite. Derrière cette Inès Madani, que l'on imagine comme le cerveau de l'attentat raté, un certain Rachid Kassim, propagandiste bien connu de l'État islamique. L'homme serait mort en Irak en 2017 selon des sources américaines. Il a toutefois été condamné à perpétuité dans ce procès de l'attentat de Notre-Dame. Autre homme également jugé, Mohamed Lamine Aberouz, le fiancé de Sarah Hervouette, considéré comme le guide spirituel de Larossi Abala, le terroriste de Magnanville à l'origine du meurtre du couple de policiers en juin 2016. Il a d'ailleurs été mis en examen pour ces faits. Il était cette fois poursuivi pour non-dénonciation de crime et a été condamné à 3 ans de prison. Notons également que Sarah Hervouette avait été fiancée à Larossi Abala, mais également à Abdel Kermiche, un des terroristes de Saint-Étienne-du-Rouvray où le père Jacques Hamel a été assassiné. Des relations uniquement virtuelles comme cela est fréquent dans les associations de djihadistes. Le palmarès meurtrier de Sarah Hervouette a été sanctionné par 20 ans de prison. Inès Madani et Ornella Giligman, les principales accusées, ont passé l'essentiel du procès à se rejeter la faute l'une l'autre. Elles ont été condamnées respectivement à 30 et 25 ans de prison. Pour l'avocat d'Inès Madani, la peine est excessivement sévère. C'est une décision qui, à mon avis, est une décision qui n'est pas, qui a dépassé la mesure. Voilà. C'est une décision qui est tout à fait excessive. Et encore une fois, la question dans laquelle elle va se poser. Je pense que c'est une décision qui est là pour faire un exemple, oui, indiscutablement. Voilà, je dirais, et qui est, à mon sens, déconnectée à la fois de la gravité des faits, pas de mort, pas de blessés, et de la personnalité de cette jeune femme. Voilà, c'est à mon avis une décision qui est extravagante. Des peines certes lourdes calquées sur les réquisitions, à la différence qu'elles n'y ont pas ajouté de période de sûreté aggravée, un élément fondamental sur lequel revenait maître Thibault de Montbrial à la sortie du procès. Le seul petit bémol, c'est qu'ils n'ont pas assorti la condamnation des principales accusées de la peine de sûreté qui avait été requise par le parquet. Je rappelle que l'existence ou non d'une peine de sûreté a des conséquences sur la date, des conséquences importantes sur la date de libération des condamnés, et que c'est un dossier qui est un dossier terroriste qui a démontré l'existence d'une cellule avec des liens étroits avec des gens qui se trouvaient à l'époque en Syrie, qui ont donné des instructions, qui ont été suivies donc par ces jeunes femmes qui ont toute connaissance de cause, qui étaient dans une nébuleuse dans laquelle figuraient également des gens qui ont participé aux attentats de Magnanville, de Saint-Étienne-du-Rouvray, et il y a donc une certaine incompréhension à ne pas voir ces terroristes condamnés, parce que maintenant c'est ce qu'elles sont, voir leur peine assortie d'une sûreté.
Vous avez des accusés, enfin des condamnés maintenant dont on n'est pas certain du tout qu'elles aient beaucoup évolué. Madame Madani par exemple n'a dit qu'elle a évolué, mais elle est dans la minimisation constante de son geste. Quelqu'un qui fait amende honorable et qui sort de la radicalisation, un des premiers éléments du chemin de la déradicalisation, c'est de reconnaître la gravité de ce qu'on a fait. On n'a pas du tout entendu de tels regrets de la part d'Inès Madani, et il est donc permis de se demander si son attitude à l'audience relevait de la posture ou de la réalité. Les accusés ont donc 10 jours pour décider ou non de faire appel, sachant que plusieurs d'entre elles risquent la perpétuité. Et ce mardi, les sapeurs-pompiers professionnels étaient mobilisés à Paris pour une manifestation nationale. Après 3 mois et demi de grève, ils réclament toujours une réévaluation de la prime de feu et une amélioration de leurs conditions de travail. Géraud Dufayet était sur place. Nous sommes dans une situation gravissime. La déclaration d'André Goretti, le président de la Fédération autonome des sapeurs-pompiers professionnels, lançait bien cette journée de mobilisation nationale. L'objectif de la démonstration de force, être enfin reçu par le Premier ministre ou le ministre de l'Intérieur pour améliorer les conditions de travail. En effet, la profession déplore le silence de l'exécutif alors même que les pompiers sont en grève depuis juin dernier. En réalité, l'astreinte à un service minimum restreint de fait l'impact de la mobilisation, à l'instar des personnels hospitaliers. Rejoints d'ailleurs par plusieurs professions de la santé, notamment les urgentistes, les soldats du feu ont exprimé leur colère dans les rues de Paris. Effectivement, nous sommes en grève donc depuis le 27 juin, mais il faut savoir que depuis le mois de mars, des premières revendications avaient été faites remonter au ministère de l'Intérieur. Et depuis, ils sont restés sans réponse. Donc c'est dans le silence et le plus total. Donc aujourd'hui, tous les sapeurs-pompiers de France sont réunis ici à Paris pour manifester leur mécontentement et afin d'obtenir des réponses. Parce que les questions posées, ils les connaissent. Nous, maintenant, ce qu'on attend, c'est des réponses. Si M. Castaner pouvait m'entendre, j'aimerais lui dire que les sapeurs-pompiers professionnels de France sont désespérés et qu'il a la capacité de répondre à nos revendications. Et s'il ne se sent pas à la hauteur, il peut passer la main peut-être au Premier ministre ou à Monsieur le Président de la République. Il nous écoute quand il a besoin de nous. Feu de forêt, attentats, les pompiers sont toujours là. Mais quand il faut mettre la main à la poche pour aider ces pompiers, là les beaux discours s'envolent et il n'y a plus personne. Si les pompiers sont dans la rue, c'est manifestement qu'on est au bout d'un cycle, quoi. Les pompiers comme on les a connus dans les années 80, 70, 90, tout a changé et aujourd'hui on a des vrais besoins de reconnaissance, de protection de notre santé. Les médias nous disent qu'on fait une grève silencieuse. Je pense que là on va essayer de faire un petit peu de bruit et montrer que tous les sapeurs-pompiers sont présents de tous les départements réunis aujourd'hui place de la République. Que les services d'État arrêtent de se renvoyer la balle les uns aux autres et qu'on ait des vraies réponses à nos questions. Conditions de travail intenables, recrudescence des agressions, suppression de postes. Les pompiers sont dans une situation de plus en plus critique. Les syndicats dénoncent un système de secours français malade, avec des pompiers en sous-effectif face à l'augmentation constante des interventions. Ils réclament une revalorisation de leur prime de feu et une meilleure protection face aux agressions. On demande une prime de feu réévaluée à 28%, comme la prime de nos collègues policiers nationaux. Les agressions chez les sapeurs-pompiers sont en hausse parce que les sapeurs-pompiers sont souvent le dernier rempart. Quand on fait le 18, on est sûr d'avoir quelqu'un. Et on va dire que les sapeurs-pompiers sont les primo-intervenants sur des interventions qui n'appartiennent pas forcément aux sapeurs-pompiers. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est d'être reconnu déjà comme métier à risque, parce qu'on n'est pas un métier à risque, donc un pompier c'est pas dangereux. C'est donc augmenter cette prime de feu, c'est faire stopper ces agressions incessantes. Bien sûr, les agressions font partie de nos revendications parce que les sapeurs-pompiers sont agressés de plus en plus souvent. Dans un premier temps, c'était verbal dans les années passées. Maintenant, les agressions sont physiques. Le risque est partout et nous voulons également que l'État assure notre protection et prenne des mesures concrètes afin de répondre à ce risque nouveau. Les pompiers sont de plus en plus agressés, on ne profite plus de cette aura qu'on pouvait avoir. Maintenant, on est en première ligne au quotidien et ça aussi, ça devient insupportable. Et nous sommes là aussi pour faire perdurer la CNRACL, c'est-à-dire la caisse de retraite des fonctionnaires. On voit que le remaniement de tous ces régimes de retraite, des régimes spéciaux, on ne sait pas ce qui va nous arriver. Pour un ordre d'idée, les anciens sapeurs-pompiers partaient à peu près à 55-56 ans en retraite. Maintenant, on va s'approcher plutôt des 60 ans, voire 61 et 62 ans. Cette manifestation illustrait bien le malaise régnant dans la profession.
Un malaise qui, s'il n'est pas enfin traité par l'exécutif, pourrait se répercuter sur des millions de Français qui ont recours aux pompiers dans des cas d'extrême urgence. Et à présent, c'est le moment de passer à l'actualité en bref, avec Floriane Janin. Lourde peine pour les leaders indépendantistes catalans. Lundi à Madrid, 9 d'entre eux ont été condamnés de 9 à 13 ans de prison ferme pour l'organisation du référendum illégal du 1er octobre 2017. Le délit de rébellion contre l'autorité n'a pas été retenu dans le jugement, mais la sévérité du procès est tout de même très lourde dans le contexte démocratique européen. Suite à cette décision, 25 000 manifestants ont donc défilé pour protester contre ce verdict dans les rues de Barcelone, la capitale catalane. Le même jour, le tribunal suprême espagnol a émis un mandat d'arrêt européen à l'encontre de l'ancien dirigeant indépendantiste Carles Puigdemont. Les Catalans autonomistes dénoncent une vengeance de l'État espagnol contre le peuple catalan et n'entendent pas lâcher l'affaire. Quotidien n'est pas à une fake news près. Après avoir été épinglé par Libération pour avoir déclaré que Blanche Streb, une porte-parole du collectif Marchons Enfants en marge de la manifestation anti-PMA, racontait n'importe quoi, l'émission de Yann Barthès a récidivé lundi pour dénigrer la chaîne CNews et la nouvelle émission d'Éric Zemmour sur cette chaîne. La petite équipe de bien-pensants a tenté de s'en prendre au directeur général de la chaîne du groupe Canal, Serge Nedjar, le qualifiant de catho-tradi. Une attaque très approximative puisque le patron de CNews et de confession juive. 2 fake news en 2 semaines pour Quotidien qui ne sont pourtant pas les derniers à rire des approximations des autres. La télé ne fait plus toujours recette. Depuis la rentrée des émissions phares comme On n'est pas couché sur France 2 ou encore Clic et L'info du vrai sur Canal+, peinent à retrouver un public. Un recul inédit pour Laurent Ruquier sur la télévision publique alors que le déclin de Canal+ ne date pas d'hier. En revanche, la chaîne du groupe Canal, CNews, a cartonné grâce à Éric Zemmour, dont la venue était contestée par une partie des journalistes de la chaîne. La chaîne d'info en continu a ainsi multiplié ses audiences par 3 à l'occasion de la venue de l'essayiste, avec 253 000 téléspectateurs, soit 1,4% de la part d'audience. Éric Zemmour a pulvérisé les standards de la chaîne. À titre de comparaison, à la même heure, une semaine auparavant, Laurence Ferrari rassemblait à peine 80 000 téléspectateurs. 111 ans et 3 mois, c'est l'âge auquel s'est éteint Roger Auvin. Il était entouré de ses anges gardiens, son fils, ainsi que 4 auxiliaires de vie qui lui ont permis de rester dans sa demeure jusqu'à son dernier souffle. Né en 1908 dans la Vienne, il avait traversé le siècle, ses guerres et ses progrès fulgurants. Il avait en outre la réputation d'être un homme doux et paisible. Et voilà, on approche de la fin de cette édition. Ce soir, découvrez un nouvel épisode de La Petite Histoire. Cette semaine, Christopher Lann parle de la campagne de Russie de Napoléon. Plus de 1 600 000 mètres cubes de déchets actifs, radioactifs, s'accumulent sur le territoire français. Et cela correspond, et ne comprend pas d'ailleurs les matières radioactives. Qu'est-ce qu'on en fait ? Alors ça, qu'est-ce qu'on lègue voilà, alors, non, 1 million de mètres cubes. Alors déjà, il faut comprendre que cette propagande, elle résulte de termes globaux comme énergie renouvelable, déchets, Fukushima. Fukushima, je vous ai dit déjà que par rapport à la réalité, c'était pas pareil que les réacteurs français. Ensuite, le terme de déchets, il veut rien dire aussi, parce que les millions de mètres cubes dont vous parlez, c'est des choses qui sont très peu irradiées. Parfois, je peux même vous citer l'exemple d'un morceau de granit qui est sorti d'un centre nucléaire qui a été obligé d'être mis dans les déchets parce qu'il a fait sonner la sonnerie à la sortie. Donc là, vous avez des matières qui occupent peut-être 1 million de mètres cubes, c'est-à-dire quoi, 1 km² dans les centres de l'Aube. Combien vous pouvez mettre d'éoliennes sur 1 km²? Et vous aurez corrigé de vous-même, ce n'était évidemment pas Christopher Lann, c'était au contraire Philippe Hansen qui nous a parlé de son association Sauvons le climat et du nucléaire qu'il souhaite défendre. Tout de suite, on découvre un extrait de La Petite Histoire sur la campagne de Russie de Napoléon. La campagne de Russie, c'est un événement marquant, dramatique, et c'est le moment charnière de l'épopée napoléonienne. Et pourtant, aujourd'hui, on nous le présente encore de manière simpliste, du genre
Napoléon, qui était un gros mégalo, s'est réveillé un beau matin et puis s'est dit « Tiens, je vais monter une grosse équipe, 600 000 hommes environ, tranquille, et je vais aller jusqu'à Moscou pour montrer au tsar qui a la plus grosse. » Bah non, ça s'est pas passé comme ça. Ça aurait été drôle, hein, mais non. En réalité, de la campagne de Russie, on retient les drames, le froid, l'incendie de Moscou, la terrible retraite, la Bérésina, la mort, mais on ne s'attarde pas du tout sur les causes de cette campagne. Eh bien moi, vous en doutez bien, je vais m'y attarder car j'ai grand besoin de mettre les points sur quelques i. Également au programme de ce soir, passé présent, Philippe Conrad dresse un bilan de la corruption en France sous la terreur, puis reçoit Max Chiavon, auteur d'une biographie du général Maxime Weygand. Tout de suite, la France de Campagnol de Christian Combaz et mes libertés politiques avec François Billot de Lochner. Et c'est quant à moi le moment de vous dire au revoir et à demain. Merci de votre fidélité. Bonsoir. Je profite encore de la présence devenue trop rare de notre instituteur socialiste en vacances, ex-socialiste en vacances, celui qui vit désormais principalement sur la côte, et je vous fais bénéficier, avant d'oublier, de ses réflexions sur les questions du moment qui le touchent, c'est-à-dire en l'occurrence liées à l'enfance, à la jeunesse, etc. Il a été particulièrement choqué de voir que la moitié du monde occidental s'aplatissait devant une gamine suédoise à l'air un peu renfrogné, c'est moins qu'on puisse dire, et il m'a dit carrément, moi quand je voyais ce genre de caractère dans une de mes classes, et j'en ai eu, je leur disais, t'es bien gentil, mais si tu me fais la gueule parce que je fais pas assez attention à toi, ça va pas s'arranger parce que je vais t'ignorer complètement. J'en ai connu 2 ou 3, des enfants comme ça, me dit-il, plus intelligents que la moyenne, c'est certain, mais qui disent tout le temps « moi j'aime pas », etc. Alors ça, c'est extrêmement fatigant. Celle à laquelle je pense, me dit-il, ressemblait d'ailleurs assez bien à la fameuse suédoise, elle avait même des nattes. Et j'ai un peu vu comment sa mère la traitait. Elle lui disait à table, avant de lui servir quoi que ce soit à manger, « je ne sais pas si tu vas aimer ». Je te laisse deviner évidemment ce qu'elle répondait. Donc toute notre société en est là en ce moment, elle passe son temps à dire aux gens et aux enfants notamment, je ne sais pas si ce qu'on va vous proposer va vous convenir. Mais bon Dieu, mais nous quand on avait 10 ans, on proposait rien à la jeunesse, on lui disait ce qu'il fallait faire, puis elle le faisait, c'est tout. Alors moi j'adore ce genre de caractère parce que quand vous les laissez parler comme ça, ils s'auto-excitent et en plus lui avec l'âge il avait contracté une espèce de petite veine à la tempe qui gonflait avec la colère. Elle était très apparente ce jour-là et il a continué en me disant c'est comme à la radio maintenant, la grande mode c'est de réunir 4, 5, 10 enfants de 10 ans pour traiter des problèmes de l'heure et pour leur demander à ton avis qu'est-ce qu'il faudrait faire. C'est pas seulement valable pour l'écologie, me dit-il, c'est pour tout. C'est censé rafraîchir le jugement des adultes ou je ne sais quoi. Selon le principe, la vérité sort de la bouche des enfants. Si on se contentait de leur demander la vérité, passe encore. D'ailleurs, je te fais observer que dans le proverbe, là, il ne s'agit pas de demander aux enfants comment il faudrait gouverner. Il s'agit de souligner que les enfants ne savent pas mentir sur certaines choses. Donc, la pratique sociale en ce moment détourne le sens d'un proverbe sensé, à savoir qu'un enfant ne calcule pas assez, qu'il dit les choses sans détour, qu'il n'est pas hypocrite, on peut donc s'appuyer sur lui pour débusquer les menteurs. Et ce premier sens du proverbe a été entièrement perverti par les journalistes. Maintenant, ils te font passer les enfants non pour ceux qui débusquent le mensonge, mais pour ceux qui détiennent la vérité. Ils deviennent donc carrément des oracles. En plus, en l'occurrence, la petite suédoise là se plante complètement. J'aimerais bien que pendant qu'elle nous bassine avec son réchauffement, un volcan se mette à péter en Indonésie ou en Islande et hop, moins 30 degrés tous les hivers pendant 10 ans, ça la calmerait. Et je te fais observer, me dit-il, que les pseudo-scientifiques n'évoquent pas non plus jamais cette possibilité qui est pourtant probable, parce que la nature sait se défendre et qu'elle va nous sortir un truc de ce genre, un jour ou l'autre, tu vas voir.
Je ne sais pas si tu as vu cette petite hystérique à l'ONU en train d'engueuler les présidents, mais il y a un moment où la moitié des gens comme moi ont eu envie de lui crier « Mais allez, va, monte dans ta chambre et ferme-la !» En plus, les journalistes infantilisent tout, la définition des problèmes, la réaction de ceux à qui on les explique. Tout ça se passe sur le plan de l'émotion. On réclame sur des questions complexes une adhésion affective qui n'a rien à voir avec la réflexion, qui est plutôt du genre « je te flaire le derrière, et toi tu flaires le mien », comme ça on est une meute de chiens, on se reconnaît à l'odeur de la bien-pensance en l'occurrence. Et ben les gens comme moi qui ont le nez fin trouvent que ça commence à puer sérieusement. Quand j'entends parler cette gamine-là, j'ai envie de m'asperger d'eau de Cologne, littéralement. Pourquoi, me dit-il, tu n'en parles pas dans ta rubrique? Je lui dis, c'est comme si c'était fait. Abonnez-vous, merci. De Sydney à New York, ce fut le grand soir de l'environnement, la grande fête du bilan carbone. Enfin, la mobilisation que l'on attendait, la grève mondiale pour le climat. Ce fut le FFF, le Friday for Future. Ce fut beau, ce fut émouvant, ce fut réjouissant. Ce vendredi de septembre fut marqué par plus de 5000 événements à travers le monde, avec comme bouquet final une manifestation monstre à New York, avec plus d'1 million d'écoliers qui ont eu l'autorisation de sécher leurs cours pour l'occasion. Avec autant de partisans de l'école buissonnière, la déforestation du monde va en prendre un grand coup, ça c'est sûr. Plus d'1 million de petits Greta Thunberg en herbe, vous imaginez. La vraie, l'icône, Greta, était bien sûr là, en chair et en os. En os maigrichon, il faut le dire, au milieu de ses fans, la larme à l'œil et des trémolos dans la voix, pour fustiger le vilain Donald qui a osé se retirer des accords de Paris. D'ailleurs, le Donald a aggravé son cas, car il a commis un crime de lèse-majesté. À l'ONU, il est passé impérialement devant la ridicule adolescente sans même la regarder. La dite adolescente, ne pouvant s'empêcher de grimacer de fureur, tordant plus qu'il n'en fallait son visage ingrat et le rendant par là même tragiquement momoche. Pauvre Greta, rien que d'y penser, cela me gratte partout. Cela dit, gratouillis ou pas gratouillis, il y a quand même quelque chose de chiffonnant dans tout cela. On manifeste à Paris, à Stockholm et à Londres. C'est très bien. Mais on pollue quand même infiniment plus à Pékin ou à Bombay. Mais là, silence radio. Je ne comprends pas que Greta n'aille pas à Pékin planter sa tente place Tiananmen devant des chars prêts à l'écrabouiller. Autre idée pour Greta. Nous savons, mais Greta ne doit pas le savoir, que le pays qui a la palme de la production de CO2 par habitant, c'est le Qatar. Greta pourrait essayer d'aller y manifester, non? Cela dit, je ne lui conseille pas de passer par la Turquie pour qu'elle ne connaisse pas la triste fin d'un journaliste découpé en morceaux dans l'ambassade de l'Arabie Saoudite. Manifester à New York, c'est beaucoup moins risqué. Là-bas, Greta peut y continuer son cirque grotesque, elle ne risque pas du tout de finir en chair à saucisse. Merci pour elle, Donald Trump, tu es vraiment héroïque. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.